Allez, serions-nous amoureux des classements d'ordinaire dans le club des experts immobiliers? On a 3 des principales gestionnaires de SCPI en termes de capitalisation. J'ai nommé Primonial REM, Amundi et la Française. Et ben aujourd'hui, on s'est visiblement focalisé sur un autre classement, c'est celui de la collecte nette au 4e trimestre 2023. Dans les premières positions, on trouvait en 2e position, c'était Iroko avec 66 millions d'euros. On accueille aujourd'hui son directeur général adjoint, Pierre-Antoine Burgala, juste derrière, avec 65 millions d'euros. C'est Atlan voisin. Son président est avec nous, Jean-Christophe Antoine. 3e avec, juste derrière aussi, 60 millions, c'était Rimec AM et on accueille son directeur général, David Sexic. Bonjour. Et puis, elle était là lors de notre précédente édition spéciale. C'est Gaëla Welgarch, directrice générale de Théorème. Théorème qui affiche également une collecte positive sur le dernier trimestre de l'année passée. Elle était de 10 millions d'euros. Allez, on est ensemble pendant ce débat. On va essayer de prendre le temps parce que l'actualité des SCPI a encore été très agitée avec une nouvelle salve de baisse de part chez les acteurs traditionnels. On va donc essayer, si vous le voulez bien, on va faire un premier état des lieux. Je voudrais qu'on commence par clore l'année 2023. Je rappelais vos chiffres de collecte nette pour le dernier trimestre. Je voudrais qu'on fasse un rapide tour de piste sur l'ensemble de vos SCPI, déjà pour faire le point sur l'évolution des prix de part, l'évolution des prix de reconstitution et les distributions servies. Gaëla, je vais commencer avec vous. Alors, évolution, la valeur de reconstitution s'est appréciée de plus de 80 sur l'année dernière et un taux de distribution de 6,21 au titre du T4 2023, enfin en tout cas de l'année 2023. D'accord, on est d'accord quand vous dites ça, c'est votre unique SCPI qui s'appelle SCPI Login. Login, parfait. On continue avec vous, Jean-Christophe Antoine. Alors, 3 SCPI, une SCPI à capital fixe qui a plus de 50 ans, IMO Placement, donc pas de baisse de valeur des parts, le marché secondaire s'établit à le prix de confrontation est inférieur à la valeur de reconstitution et d'environ 9%. Donc il n'y a pas de sujet de valorisation du prix des parts. Et il y a eu une baisse de moins 1% de la valeur de reconstitution sur les expertises 2023. Donc ça, c'est l'historique. Et un taux de distribution à plus de 5,60 sur IMO Placement. Épargne Pierre, 5,28 de distribution en 2023. Pas de baisse de valeur des parts. Une légère correction de la valeur de constitution à moins 1,9 sur 2023, mais comme on était à un prix de souscription de moins 8 par rapport à la valeur de reconstitution, pas de nécessité de bouger le prix des parts. Et enfin, Épargne Pierre Europe, qui est une nouvellement créée fin 2022, 6,26 de rendement brut et pas de baisse de valeur des parts, puisque effectivement les acquisitions sont récentes. Ok, on continue notre petit tour de piste et on va du côté de chez Iroko avec vous, Pierre-Antoine Burgala. Oui, donc pour Iroko Zen, c'est une collecte sur l'année 2023 de 250 millions d'euros. En termes de performance, on a légèrement amélioré notre performance vis-à-vis de 2022, puisqu'on avait fait 7,04 et on a fait 7,12 en 2023. Côté valeur de reconstitution, on fait partie de ces très rares SCPI aussi à avoir une valeur qui progresse, puisqu'on s'établit aujourd'hui à 209,43 €, ce qui fait à peu près une sous-cote de 5% versus le prix de la part qui est à 200 €. Alors nous on a une seule SCPI, donc Rimec Live, gérée chez Rimec Asset Management. On a collecté sur l'année 2023 270 millions d'euros. On a un taux de rendement pour 2023, un taux de distribution de 7,79 en amélioration par rapport à 2022 qui était à 7,64. Donc on a bien bénéficié du cycle pour reluer en fait les immeubles existants. Concernant la valeur de reconstitution, on est sur une valeur de reconstitution qui s'établit à 203,29 € sur 2023. On a une légère baisse d'1%, qui nous paraît être le trait du stylo sur un patrimoine, par rapport à une part à 204, donc on considère qu'on est bien. Ok. Alors, j'espère que vous avez noté tous ces chiffres. On va poursuivre quelques instants avec les chiffres et on va maintenant oublier l'année 2023 pour nous intéresser à 2024. Mes questions sont relativement simples. Quels sont sur vos produits vos objectifs de distribution sur l'année 2024? Donc là, on parle bien d'objectifs. Puis deuxième question, qu'est-ce que vous avez fait en réalisé en collecte sur le premier trimestre? Parce que mon téléphone me dit que nous sommes
le 3 avril et qu'a priori, les compteurs ont été arrêtés. Gaëla, je commence avec vous. Alors, la collecte a clairement progressé. Je pense que les jeunes SCPI sont favorisés, notamment depuis les parutions des taux de distribution 2023. Donc, on a fait 15 millions d'euros de collecte là au T1, avec, on va dire, un objectif de distribution qui sera, bon an mal an, semblable à ce qu'on a fait en 2023. Jean-Christophe Antoine. Alors, sur Épargne Pierre Europe, 39 millions à peu près de collecte nette sur le premier trimestre 2024. Épargne Pierre, on est à peu près en collecte brute à 60 millions et en collecte nette, puisqu'il y a retrait d'une SC, on va être plus près des 30 millions aujourd'hui sur le premier trimestre. Donc, globalement, plus de 60 millions de collecte nette sur nos 2 SCPI au premier trimestre, sachant comme je vous l'ai dit, mais on y reviendra, sur les SC, qui est un sujet sur les SCPI, on avait diminué notre exposition à SC à 3%. Là, on sort la dernière SC qui est là, donc on sera à moins de 2% d'exposition au SC. Objectif de distribution ? Objectif de distribution identique à 2023. Pierre-Antoine Burgala. Ouais, on maintient la bonne dynamique de collecte pour Hirokozen sur le début 2024, voire on l'améliore, puisqu'on est passé à 75 millions d'euros environ de collecte brute, qui est notre collecte nette, puisqu'on n'a pas de sortie. J'entends l'argument, on l'améliore. J'ai toujours le sujet des bases de comparaison. En fait, j'aimerais bien avoir un peu votre sentiment, non pas sur le T4, qui est le chiffre que j'ai donné tout à l'heure, parce que il y avait déjà au T4 beaucoup de bruit négatif autour du produit SCPI après les annonces de l'AMF au mois de juillet et les baisses de parts que l'on avait connues. Si on regarde non pas par rapport à T4, mais par rapport à T1 2023, où là, le produit boosté de chez boosté. Ouais. Alors de notre côté, sur un an, en comparant sur un an, il est en très forte augmentation. Effectivement, le T1 2023 était très dynamique sur l'ensemble des acteurs avant que le gâteau ne se rétrécisse largement. On avait collecté quelque chose comme 55-60 millions d'euros sur le T1 2023. Aujourd'hui, avec 75 millions, on est sur une bonne dynamique pour, à minima, espérer collecter autant que 2023 entier, donc 250 millions, voire 300 millions d'euros. Donc, ce qui est une bonne opportunité pour saisir ce qui se passe aujourd'hui sur l'immobilier. En termes de rendement, on est également très ambitieux, puisque le marché nous y aide, et on vise également une performance similaire à 2023, et si je dois nous donner une fourchette, entre 6,75 et 7,5 de rendement pour 2024. David Sexic, chez Rimec. Alors chez Rimec, on a aussi une bonne dynamique au premier trimestre, alors une bonne dynamique aussi bien par rapport à l'an dernier que par rapport au 4T, puisqu'on a 67 millions de collecte brute. Et on a effectivement qui tombe à 57, puisqu'on a eu une sortie, nous aussi, d'une essai qui nous avait accompagnés au début. Je soupçonne que c'est peut-être la même, à mon avis. Enfin bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne nous reste plus que 3% de la CAPI en essai, donc ça c'est bien. Et puis bon, je comprends aussi que les essais veuillent sortir lorsqu'ils ont des produits liquides dans lesquels ils sont investis, c'est normal aussi pour retrouver leur liquidité. Sur les objectifs de collecte et de performance sur la SCPI, sur les objectifs de collecte, on a des objectifs de collecte assez neutres, parce que l'an dernier on a collecté 270 millions, on s'était fixé comme objectif à minima 200 millions. On verra, en tout cas pour le premier trimestre, on est largement en avance par rapport à cet objectif cible qu'on s'était ciblé. Et concernant le taux de distribution cible, entre 6,75 et 7,5, c'est encore trop tôt, en fait, pour savoir où va atterrir le stylo. Ok, en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas, en tout cas, de rupture dans le marché forte où le produit SCPI aurait été décrié globalement. Il y a de la part des distributeurs des côtés discriminants entre les produits. Je voudrais maintenant on a fini sur les chiffres, je voudrais qu'on essaie de réfléchir justement sur tout ce qui s'est passé et sur tout ce qui va se passer, éventuellement les réflexions pour effectivement permettre aux distributeurs d'avoir des éléments discriminants pour choisir les produits pour leurs clients. Première question pour vous, Jean-Christophe Antoine. Est-ce que finalement, cette crise, on ne devait pas s'y attendre ? Oui, bien sûr qu'on veut s'y attendre. Le marché de l'immobilier, c'est un marché de cycle. En général, les cycles sont d'une durée de 7 à 8 ans. Là, on a connu un cycle immobilier haussier depuis 20 ans. C'est-à-dire que globalement, 2000-2022. 2008 a été un épiphénomène pour les SCPI, la crise financière, et on est vite reparti. Et on a vu la collecte exponentielle à partir de 2008 sur les SCPI. Donc oui, il fallait s'y attendre. Et si vous regardiez les résultats des SCPI, qu'est-ce que vous constatez ? C'est que peu à peu, vous achetiez à des taux de rendement de plus en plus faibles.
il y a eu des augmentations des prix de part régulières de la part des SCPI qui ont fait baisser le rendement des SCPI. En 2008, vous achetiez un rendement de 7% sur les SCPI classiques et historiques. Mais comme finalement sur l'ensemble des placements d'auto, où les rendements baissaient également sur les contrats d'assurance vie notamment. Vous voyez aussi un peu un dévoiement de la SCPI avec des effets financiers très importants, l'endettement, certaines portant l'effet de levier à 30%. Donc là, aujourd'hui, c'est un sujet à revoir, et aussi ne pas résister à la collecte qui arrive. Mais c'est très difficile de résister à un produit qui a fait la une des journaux et la une des médias pendant 10 ans, puisqu'il n'y avait pas de produit concurrent sur l'immobilier. Mais quand vous regardiez certains résultats des SCPI, le résultat courant était à moins de 4%. Donc il était évident que la distribution n'était pas au rendez-vous. Elle était un peu artificiellement cachée par le report à nouveau, par la distribution de plus-value. Donc, bien entendu, il fallait s'y attendre, et il y avait une addiction au taux d'intérêt. Allez, j'en vois un qui fait la moue. Non, je fais pas la moue, parce que d'abord, on fait jamais la moue, on discute. Donc, on a le droit d'avoir des avis différents. Alors, je partage un certain nombre de choses. Il y a juste un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est... J'entends souvent dire oui, on le savait, ça allait arriver. Bon, déjà, si tout le monde le savait, on ferait tous un autre boulot, hein, on serait des oracles et on vivrait de ça. Donc bon, on savait que et puis celui qui dit que ça va arriver, forcément statistiquement, si on dit on va tous mourir, au bout d'un moment ça arrive. Donc effectivement, c'est juste une question de temps avant que ça arrive. Donc ce qu'on oublie peut-être assez facilement, c'est que certes, parce que j'entends souvent cet argument de dire oui, les taux ont baissé, les rendements ont baissé, et donc effectivement, vous voyez qu'on allait buter sur des problèmes de distribution ou sur des problèmes de compétitivité du produit, etc., etc. Il faut quand même rappelons, que ces produits, certes, pendant 10 ans, donc les taux ont baissé, avec la baisse des taux, parce que c'est un produit financier, les SCPI, on en parlera peut-être un peu plus tard, avec la baisse des taux, les capitaux se sont appréciés, et surtout, on a payé, à cause de cette baisse des taux, l'immobilier de plus en plus cher. Mais on a payé l'immobilier de plus en plus cher dans l'absolu. C'est-à-dire qu'on a atteint des prix au mètre carré qu'on n'avait jamais connus, en fait. On a atteint des prix au mètre carré dans le bureau qu'on n'avait jamais vus. Des plus de 20 000 euros du mètre carré, c'était des prix démentiels. Mais pourquoi la SCPI a autant marché pendant cette période? Parce que c'est ça la vraie question. Après tout le monde dit que c'était très cher, mais pourtant tout le monde en voulait. Donc il y a bien une raison. La raison, c'était la performance relative. On avait une prime de risque exceptionnelle pendant cette période. C'est pour ça d'ailleurs que les institutionnels se sont rués sur l'immobilier. On avait une prime de risque de 300 points de base, alors qu'historiquement... Donc la prime de risque, on rappelle, c'est l'écart de la performance de la SCPI par an un placement type obligataire. C'est la surperformance attendue par un investisseur pour s'exposer au risque spécifique immobilier. C'est ça, effectivement, la prime de risque. Donc, on était dans une espèce de situation très atypique. Ça n'avait jamais été aussi cher dans l'absolu, mais ça n'avait jamais été aussi peu cher en relatif. Donc, faut quand même pas l'oublier, les gens se sont pas mis dans l'immobilier par hasard pendant toute cette période. Ok, je voudrais qu'on regarde, Pierre-Antoine Burgala, je voudrais qu'on fasse un peu le point sur votre vision du marché, les acquisitions. Vous avez collecté de l'argent l'an dernier, vous avez collecté de l'argent au premier trimestre, donc vous êtes acheteur net, clairement sur le marché. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites que c'est encore les soldes? Ou est-ce que vous commencez à voir une certaine normalisation des marchés sur lesquels vous intervenez? Ça l'est, effectivement, ça l'est encore. Ça l'est encore à des niveaux différents, suivant les secteurs d'activité, suivant les pays. Tous les pays ne réagissent pas de la même manière, clairement. On l'a vu en 2023. C'était un peu l'époque de l'investissement dans les pays anglo-saxons, puisqu'il y a le principe de taux variable. Donc, c'est des pays qui ont envie de dévisser extrêmement rapidement, alors qu'en France, on a historiquement une énorme inertie en termes de valeur, en Allemagne aussi d'ailleurs. Et donc, il a fallu l'an dernier investir notamment sur des pays comme l'Irlande, même si c'est redevenu un petit marché, sur les Pays-Bas. En revanche, aujourd'hui, on se rend compte que les opportunités sont plutôt chez nous, en France. Donc, c'est assez contre-intuitif. Il me semble qu'on va parler aussi du fait d'investir massivement à l'étranger. Est-ce que c'est bon pour améliorer le taux de distribution? Mais aujourd'hui, on est plutôt à se positionner en France parce que les bonnes opportunités sont en France. Gaëlla, votre sentiment sur le marché? Alors, on arrive après 2 ans quand même de baisse successive. Nous, on a des fonds on a 3 fonds et résolument pan-européens. On a investi dans près de 19 pays sur nos fonds. Et nous, on est un peu contre-cycle puisque on a vu évidemment des baisses successives très vite. Donc, à l'été 2022, dans notre premier fonds qui est une SC pour le coup. Et sur notre SCPI, elle a été créée en octobre 2022. On a investi immédiatement sur des prix qui étaient corrigés. Mais par contre, sur une classe d'actifs, et c'est là où je diffère de mes confrères, qui est la classe d'actifs industriels et logistiques,
et qui, elle, là, on est vraiment en atterrissage sur les valeurs, c'est-à-dire qu'elle a baissé un peu moins que le bureau, par exemple, en Europe. Mais là, on est à nouveau dans un cycle où il y a de la compétition sur les deals, et donc, et quel que soit le pays d'ailleurs d'investissement, et même la France. La France, pourquoi ça aujourd'hui la France devient plus attractive, c'est aussi parce que c'est la dernière à avoir baissé. C'est-à-dire que là où en Europe, on a commencé à baisser dès l'été 2022, et successivement, pendant presque 1 an et demi, la France a été un des derniers pays à réagir. Question, je vais rebondir, je vais vous la donner à vous, puisque vous l'avez un peu suggéré tout à l'heure. Mais on va faire un très rapide tour de table. Est-ce qu'il faut vendre la SCPI comme étant un produit financier ou comme étant un produit immobilier? Si c'était qu'un produit immobilier, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Parce qu'effectivement, on n'est pas dans une crise immobilière. On n'a pas de problématique d'offre-demande. On a une problématique, en fait, de modification de la hiérarchie des produits financiers. Hausse des taux massives. On se retrouve avec des produits qui ont des performances différentes à un instant T. Et puis, des investisseurs qui voient une SCPI à 4,5 et puis un taux sans risque à 3%. Pourquoi je prends une SCPI à 4,5 et je vais pas dans le taux sans risque? J'achète complètement ce que dit David. C'est exactement ça pour moi, ce qui s'est passé en 2023. Parce que la hausse des taux, elle a commencé en 2022. On s'en est pas offusqué. 2023, quand on se positionne en tant qu'investisseur institutionnel et on regarde un peu le catalogue disponible des produits, on voit du compte à terme à 4,5, de l'obligataire à 5%, du produit structuré à 5%, capital garanti, et de la SCPI en moyenne à 4,20. Franchement, le choix, il est vite fait. Effectivement, c'est une question d'arbitrage et on arbitre. C'est exactement ce qui se passe et c'est pas une crise immobilière. Donc ça, j'achète complètement ce que dit David. Donc ça pèse sur la collecte, d'un côté. Et puis après, le deuxième effet accélérateur, c'est qu'effectivement, on a des problématiques de valeur, puisqu'on a une hausse des taux. La hausse des taux, c'est une relation inverse, hein, c'est exactement comme une obligation. Les taux montent, les valeurs baissent. Impact des valeurs. Les portefeuilles les plus anciens ou les moins diversifiés, parce qu'il y a des anciens diversifiés, en tout cas plus diversifiés que d'autres, résistent plus ou moins bien. Et donc là, on se retrouve avec des phénomènes de baisse de valeur. Bon, il y a des portefeuilles qui sont détenus soit par des instituts, soit par des clients retail. Et bon, après, on a des problématiques en fait d'allocation qui se posent, et puis on a des instituts qui peuvent vouloir sortir. Et d'ailleurs, ça rejoint tout le débat du jour, c'est-à-dire que on parle c'est un classement des SCPI qui collectent. Et pourquoi on collecte? Parce que justement, notre prime de risque est encore bonne dans ce contexte-là. Gaëla, financier, immobilier? Je suis pas complètement d'accord avec ça, parce qu'en fait, il y a pas un véhicule immobilier. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, on parle de SCPI. Pour moi, la SCPI n'est pas un produit financier, pour le coup, parce qu'elle n'a pas de liquidité à offrir non plus. Donc, en fait, c'est quand même compliqué. On a oublié que la SCPI n'était pas liquide. Et pour bénéficier de cette prime de risque dont parlait tout à l'heure David, qui était excellente, il fallait en contrepartie avoir un véhicule qui n'était pas liquide. Sinon, on ne serait pas allé sur la SCPI. Par contre, les SC sont des véhicules qui intrinsèquement doivent apporter de la liquidité, en tout cas davantage, même si c'est des actifs réels, parce qu'ils sont intégrés dans l'assurance vie et que l'assurance vie est une enveloppe liquide et qu'elle est une épargne. Et donc, le gérant immobilier doit s'adapter à ce contexte, c'est-à-dire d'être intégré dans l'assurance vie. Et là où il y a eu un sujet qu'ont vécu malheureusement donc Jean-Christophe et d'autres, c'est qu'on a mis de la SCPI dans un contrat d'assurance vie qui était liquide. Et pour moi, la SCPI, c'est un véhicule immobilier. Je vais juste... Je vais relancer, je vous donne la parole, mais je vais relancer le débat. Est-ce que finalement, pardon de réagir à ces propos, mais est-ce que finalement, la SCPI n'est pas un produit immobilier qui a pour caractéristique d'être investi sur un marché qui est valorisé selon des critères financiers? Et ce qui veut donc dire qu'elle pourrait porter la volatilité du financier avec l'inconvénient de l'absence de liquidité. Je vais juste répondre et je vais rejoindre le camp de Gaëla. Pour moi, c'est un produit immobilier. Bien sûr, on est sur le marché de l'épargne et l'épargnant, on va comparer les produits. Mais avant tout, qu'est-ce qui fait la valeur et qu'est-ce qui permet de distribuer? C'est le sous-jacent immobilier. Si vous n'avez pas d'équipes qui sont capables de gérer des immeubles, de gérer des locataires, de faire des travaux, de valoriser les immeubles, vous créerez pas de valeur, vous créerez pas un taux de distribution qui soit acceptable. Alors effectivement, les 20 ans qu'on a vécu n'ont pas montré la réalité du marché, parce que quoi que vous fassiez, il n'y avait pas de problème. Les taux d'occupation étaient bons, les immeubles se louaient, etc. Maintenant, on voit la marée qui effectivement recule.
Et c'est le travail d'asset immobilier qui va faire la différence sur la performance des SCPI. Oui, et je pense qu'il ne faut pas faire croire aux investisseurs que c'est un produit financier, parce que quand on parle de produit financier, même si c'est pas forcément vrai, on insuffle ce côté liquide du produit financier. Non. Bah, en fait, en tout cas, le private equity est un produit financier, et pourtant c'est pas liquide. Voilà, il y a plein de produits financiers qui sont pas liquides. Le private equity est un très très bon exemple, puisque le private equity a été intégré dans l'assurance vie, en rendant évidemment ça aussi un peu liquide. Je voudrais, pour rebondir, pardon aux jeunes, mais je vais prendre pour ceux qui ont du stock avec des épargnants qui détiennent. Est-ce qu'aujourd'hui, médiatiquement, il est clair, vous avez quelqu'un qui baisse sa valeur de part, vous avez 25 papiers qui sortent, etc. Est-ce que c'est je vais pas dire du bruit médiatique parce que c'est pas gentil pour les journalistes, mais est-ce que l'évolution des valeurs de part est un sujet majeur pour les épargnants, ou est-ce que vous constatez que finalement, la réaction d'un épargnant détenteur de SCPI, ça va beaucoup plus être de regarder la distribution, même pas en pourcentage, mais en pépettes, en euros. Votre sentiment, la réalité sur les clients des SCPI, c'est leur volonté, c'est la permanence des revenus. Dès l'instant où vous avez la permanence des revenus et que le dividende ne baisse pas de manière significative, il demeure dans la SCPI. Après, on a aujourd'hui les mouvements qu'on voit sur le marché secondaire de la part des clients particuliers. C'est quoi? Le décès, malheureusement, et des accidents de la vie, des divorces, des besoins de revendre pour acheter sa propriété immobilière. Mais les retraits sont peu importants de la part des particuliers. Il y a une augmentation, mais c'est sans commune mesure avec les investisseurs institutionnels qui peuvent être dans les SCPI. Ça n'a rien à voir. Donc la permanence du revenu, c'est la base de la SCPI. D'ailleurs, on l'a perdu. Je trouve qu'on l'a perdu de vue, d'ailleurs. Ouais. Alors, juste qu'on revient là-dessus, parce que quand même, il n'y a pas de produit immobilier liquide. Que ce soit une SCPI, une SC. D'ailleurs, on est bien placé pour voir que les SC sont pas liquides. Oui, mais c'est bien ce qui se passe en ce moment. Elle est plus facile à créer sur une SC. C'est un sparadrap. Quand tu as 5 à 10% de liquidité organisée par un produit qui rachète, qui organise sa propre liquidité, c'est un sparadrap. Parce que l'immobilier, c'est on-off. C'est où les gens restent, où ils sortent à 25% du capital. Tu peux la créer davantage parce que la SC est un véhicule de capitalisation. Donc, sur deux jambes, revenus, création de valeur. Bien sûr. Sur une SCPI, si tu mets 15% de liquidité, ça marche pas. Ah, mais donc, on est tous d'accord. Sur notre SC, on n'avait pas 5% de liquidité, on en avait 3 fois plus. Et tu peux la créer en période de crise. En l'occurrence, on parlait d'anticipation. Nous, on l'avait anticipé, cette crise, et donc on avait adjoint davantage de liquidité. J'ai pas dit que c'était pas anticipé. Le taux de rendement immobilier tient compte du risque immobilier et donc d'une prime qui est la prime d'illiquidité. Pourquoi le taux de rendement est plus élevé? Parce qu'il y a cette prime d'illiquidité. Après, le débat, c'est est-ce que c'est un produit financier? Un produit financier n'est pas forcément liquide. Enfin, je reviens là-dessus, mais on peut être illiquide par nature et être un produit financier pour autant. Enfin, je trouve que d'ailleurs, les arguments que vous avancez me font penser qu'on est dans un produit financier. C'est-à-dire qu'on peut l'acheter en contrat d'assurance vie, on peut l'acheter à crédit, on peut le démembrer. Enfin, on peut faire tellement de choses avec les SCPI que... Allez, du coup, je vais rester avec vous parce qu'on a quand même fait une promesse aux gens qui nous écoutent. Le thème, c'était jeune ou pas. Est-ce que c'est le match ou est-ce que c'est pas le match? Quel est l'atout d'être jeune? L'atout d'être jeune, c'est une question de stock. Ça rejoint tout ce qu'on se dit sur la hausse de taux. Alors, nous, on est... on va dire adolescent. On n'est pas une SCPI ultra jeune puisqu'on est né avant. Vous n'envisagez pas de faire une crise quand même? Ah si, pas la nôtre, mais donc effectivement on a un tout petit peu de stock acheté courant 2020, début 2020, enfin tout 2021. Néanmoins, ce stock est tellement peu significatif dans notre patrimoine global qu'il ne pèse pas entre guillemets dans la performance et dans la valeur embarquée des actifs. Donc effectivement, il y a une prime à la jeunesse parce que c'est autoréalisateur. Toute cette collecte fait qu'on peut acheter dans des conditions de marché absolument inédites par rapport à ce que disait Jean-Christophe, où effectivement la planche à billets a fait que malheureusement les prix ont flambé. Et donc, on profite de ce contexte-là. Gaëla, c'est un atout à la jeunesse ou c'est un atout au timing? C'est plutôt, alors, en ce qui nous concerne, c'est plutôt un atout timing. Alors nous, on l'a lancé très tard. Elle a été lancée effectivement en octobre 2022, mais la mise en marché réelle de Login a été beaucoup plus tardive. On avait des sujets plus importants à régler l'année dernière. C'est clairement, nous, un effet timing. Quand on a créé Login en août 2022, on pensait verser 5% brut de fiscalité étrangère. On n'a pas changé un iota de notre volonté d'investissement en qualité, rating, etc. Donc nous, c'est vraiment uniquement mécanique. La difficulté aujourd'hui, par contre, des SCPI qui sont les nôtres, je pense, c'est le marché européen, parce qu'on va investir dans de multiples pays.
qui réagissent de manière totalement différente, parfois à rebours. Et moi, j'ai une classe d'actifs, c'est pas une niche, c'est une grosse classe d'actifs avec une grande profondeur de marché. C'est un choix d'avoir investi sur cette classe d'actifs industriels. Les fondamentaux sont extrêmement solides. Mais par contre, évidemment, on est déjà, nous, au bout de cet exercice. Donc, elle est jeune, mais elle pourra pas bénéficier très durablement des marchés puisque ça redémarre. Ok, David Sexic, je reviens vers vous sur les arguments techniques d'être jeune. Il peut y avoir des sujets. La dernière fois, au plateau, on avait notamment celui qui affichait la meilleure performance et je l'interrogeais sur le calcul de sa performance qui était supérieure à 8. Est-ce que délai de jouissance, le fait d'être dans une dynamique de collecte, etc., c'est des choses qui, techniquement, aident la croissance d'un jeune est plus rapide que la croissance je pense qu'il faut moins jeune. Quand on est jeune et qu'on a un excellent market timing, parce que c'est quand même ça le sujet, on est en immobilier aussi, donc le market timing est extrêmement important. Si on est jeune, on a de la collecte. Si on a une bonne performance. Si on a de la collecte, on se retrouve d'année en année, en fait, à avoir plus de collecte que son stock. Donc, on fait que la collecte évolutive par rapport à l'année précédente. Donc, ça apporte une performance supérieure et en plus, le stock, on souffre moins du poids du stock. Donc, ça, c'est la première chose. Ça, c'est une première raison technique. Ensuite, vous avez la gestion. Parce qu'il faut pas oublier quand même qu'on parle que de jeunesse, mais il y a quand même des gérants derrière. Et c'est la qualité du gérant qui fait. Si le gérant investit plus rapidement que son délai de jouissance, par exemple, quand on va à l'étranger, Gaëla parlait des pays étrangers. Quand on va en France, on close un deal entre 4 et 6 mois. Suffit qu'on ait en plus avec le bail Pinel le fait que le locataire puisse préempter, allez hop c'est parti, préempter, et si en plus il met de la dette pour acheter son actif, on peut monter jusqu'à 9 mois. C'est l'enfer. 9 mois, et à côté de ça, on a un délai de jouissance sur ces pays entre... Vous êtes à combien vous délai de jouissance? Nous, 3 mois révolus. 3 mois pleins aussi. Gaëla? Ok. Vous arrivez à acheter les immeubles dans les délais À l'étranger, je vais plus vite. Quand on close un deal, moyen, pour le moment, le bas. Au UK, c'est 1 mois et demi. On est à 2 mois et demi. Franchement, ça dépend des pays. Non, en fait, encore une fois, vous êtes sur des SCPI diversifiés, donc globalement, vous avez la capacité d'acheter beaucoup plus de deals. Moi, je suis pas sûr que durablement, ça soit gagnant. Moi, évidemment, au début, sur une SCPI, c'est plus favorable. Après, sur les SCPI plus anciennes, le délai de jouissance joue peu dans la distribution. Jean-Christophe Antoine, comment un acteur qui a de l'ancienneté arrive à avoir une collecte nette positive dans un débat de place où on ne cesse de dire les jeunes sont super en forme et les vieux, pas du tout. Non, mais c'est un débat vieux comme le monde. C'est comme le débat les pauvres et les riches. Et on pourrait faire les pauvres SCPI et les riches SCPI. Ça, c'est un autre débat aussi. Donc, franchement, ça me passe un peu au-dessus. C'est un peu cet argument du jeunisme qui est mis à toutes les sauces. Il y a un market timing qui est bon. Ça, il faut pas le cacher. Le poids du stock peut être important sur une SCPI. Après, on sait bien que les 5 premières années d'une SCPI, l'effet relutif joue à plein, si le gérant fait bien son travail. Et je crois que parmi les représentants qui sont ici, ils affichent bien un taux cible qui est pas le taux de distribution qu'ils ont aujourd'hui. Ils ont un taux de distribution beaucoup plus élevé que leur taux cible. Pourquoi? Parce qu'ils bénéficient d'un effet relutif qui est très important. Effet relutif sur la trésorerie, effet relutif sur la rapidité d'acquisition, effet relutif sur le délai de jouissance. Donc c'est quelque chose qui est très important, l'effet relutif. C'est une très bonne idée et peut-être qu'on devrait le faire, David. On va peut-être modifier notre taux cible et l'améliorer parce que on est en train. Effectivement, je partage toute l'argumentation sur le ratio collecte divisé par capitalisation et rapporté au délai de jouissance. Alors on a un délai de jouissance qui est assez court quand même, il faut le noter. Donc cet effet est un peu moins significatif. Après, c'est là, ce qu'on dit tous collégialement, c'est qu'on a quand même un market timing qui est excellent en ce moment. Preuve en est l'augmentation de notre distribution, que ce soit sur Remake Live ou Hirokozen. Donc, en plus, effectivement, de cet effet de la jeunesse technique, il y a quand même un effet marché indéniable. Ce qui joue, c'est d'acheter du bureau entre 8 et 9%. Moi, je pense que durablement, les SCPI ne pourront pas verser des taux de distribution aussi élevés. Il ne faut pas faire croire ça aux gens parce qu'ils vont être déçus du voyage. Et je pense que ça revient au produit. Est-ce que c'est un produit financier, un produit immobilier? On a oublié qu'on gère de l'immobilier. On est des géants immobiliers. Et on a un truc incroyable dans l'immobilier, c'est qu'il y a plein de choses qui reluent, en fait. C'est-à-dire que comptablement, il y a des mécanismes. En fait, quelqu'un qui fait une acquisition immobilière, un CGP par exemple avec un client, il peut optimiser son opération immobilière. Nous, notre métier, c'est d'optimiser tout dans une opération immobilière. Bien sûr. Et de se servir de tous les mécanismes qu'on a pour qu'à la fin, et ça, je reviens, que le net dans la poche de l'investisseur
soit le plus élevé possible. Et donc, on a à notre disposition un certain nombre de mécanismes dont on profite, les jeunes, les moins jeunes, et peut-être là, en plus, une révolution marché qui est exceptionnelle. Je rejoins Gaëla sur le fait qu'on n'envisageait pas, quand on a créé les produits, parce qu'on a tous lancé les produits à peu près au même moment, d'avoir les performances qu'on a aujourd'hui. Effectivement, l'environnement de marché a tellement changé que on a affiché des performances supérieures à notre cible. Après, sur le fait de dire, oui, on ne pourra pas tenir ces performances certainement, c'est sûr. Cependant, c'est une course. Aujourd'hui, on est en train de stocker des actifs sur des taux de rendement qu'on n'a pas connus depuis un certain temps. Et on n'a pas besoin de les tenir, puisqu'on a dit tout à l'heure que l'idée, c'était d'avoir 200, 300 points de base. Et on a déjà reconstitué cette prime de risque en partie ou totalement sur la plupart des classes d'actifs aujourd'hui. Je crois qu'on a besoin d'une transparence. Et l'AMF, dans ses indicateurs, demandait à ce que les sociétés de gestion mettent le taux de rendement moyen des immeubles. Quand vous regardez, et vous le mettez, quand vous regardez le taux de rendement moyen des immeubles, aujourd'hui, le taux de distribution est supérieur au taux de rendement net des immeubles. Donc, à un moment, ça va corriger. C'est évident. Donc, il ne faut pas faire croire aux gens que ça va verser du 7 ou du 8. Mais personne ne fait croire ça. Hein. Non, mais justement. Non, mais personne ne fait croire ça. Non, personne ne fait croire ça. Facialement, comme les épargnants voient ces taux-là, ils peuvent s'imaginer. Voilà, ça c'est le CGP en fait. Je puis me permettre, puisque Georges Delataille parlait tout à l'heure dans le journal décalé de contrôle spot qui a été fait par l'autorité des marchés financiers sur les démembrements, entre ce qui se dit chez les producteurs et ce qui se dit chez le client avec un distributeur, etc. Éventuellement, engageons-nous sur ce qui se dit ici. Ça, au moins celui-là, on pourra le tracer. Le reste, on verra. On est quand même toujours dans l'émotion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la dictature du court terme. De quoi parle-t-on? Du taux de distribution. Mais ce qui est important, c'est le TRI. C'est le TRI sur 5 ans ou 10 ans. Donc, regardez les TRI. La durée recommandée est sur 10 ans. Quand, effectivement, on gère une SCPI, nous, on n'a pas voulu retranscrire la hausse du marché immobilier dans le prix de la part. La valeur de constitution augmentée, on voulait pas le retranscrire dans le prix de la part. Pourquoi? Parce qu'on considérait que la hausse du marché immobilier, on le constatait après 3 ans ou 5 ans, et pas 1 an après, même s'il y avait eu une hausse de 2 ou 3%. Ça, c'est effectivement un élément de sain pour une SCPI. Alors, là, je vais vous dire, on va être clair. A priori, je ne sais pas si les revenus vont augmenter l'année prochaine, mais le temps de notre émission va littéralement exploser si on continue comme ça. Donc, je vais vous demander, je voudrais qu'on essaie de regarder le profil de la SCPI d'avenir. Donc, réponse rapide des uns et des autres. Et je ne veux pas faire des tours de table complets, je vais tenter de simplifier. Premièrement, dans le mouvement que je vois, il y a 2 éléments qui apparaissent, me semble-t-il. C'est thématique et ou diversifié opportuniste, je ne sais d'ailleurs même pas quel est le terme le plus adapté. Vous avez fait le choix de la thématique. Pourquoi? Alors pourquoi alors déjà parce qu'on considère que une allocation, c'est aussi une allocation sectorielle, géographique et société de gestion. C'est-à-dire que le risque, entre guillemets, soit diversifié sur ces 3 axes de développement et qu'on ne sait pas tout faire et que donc notre spécificité, c'est de savoir faire avec cette matière industrielle et que les fondamentaux de cette classe d'actifs étaient particulièrement adaptés à la SCPI en raison de l'augmentation probable de la création de valeur sur l'actif et surtout l'augmentation des loyers puisque c'est une classe d'actifs qui a la particularité d'avoir, on va dire, un taux d'effort locataire très faible et sur laquelle donc on peut augmenter beaucoup plus facilement les loyers. Donc en fait, on trouvait que ça se prêtait évidemment très bien à la SCPI. Et puis, il y a des gens qui savent très bien faire des belles SCPI, bureaux, commerce, hôtellerie, etc. Il faut que je dise quoi? Il faut que je dise diversifié ou opportuniste? C'est pas la même chose, hein, diversifié et opportuniste. En fait, la diversification, elle se fait au terme de l'allocation, et l'opportunisme, c'est tactique. En fait, la diversification, elle est stratégique, c'est-à-dire qu'elle est long terme. C'est une mise en place d'une allocation long terme. Et puis, l'opportunisme, c'est de dire, je suis diversifié, donc je fais de l'étranger, par exemple, et différentes typologies d'immobilier, mais je suis opportuniste quand je vais faire du UK à un instant T par rapport à de la France. Voilà, en fait, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, après, sur le sujet diversifié ou thématique, nous, on a fait le choix, effectivement, d'être diversifié au sein de notre allocation parce qu'on a toujours un petit peu peur, lorsqu'on est thématique, d'être enfermé à un instant T sur la collecte. On ne contrôle pas la collecte, en fait. La collecte, ceux qui disent qu'ils la contrôlent, il y en a quelques-uns qui affirment ça. C'est une affirmation. Mais j'y reviendrai, justement. On ne peut pas contrôler 5000 CGP en France. J'y reviendrai sur le sujet. Je passe maintenant à l'Europe. Vous en avez parlé tout à l'heure, Pierre-Antoine Burgala.
On a parlé cuisine, on a parlé délai de jouissance, on a parlé des choses comme ça, mais au moins c'est bien parce que on rentre dans le cœur du dispositif et puis ça permet d'éduquer tout le monde et de comprendre un peu les éléments. Est-ce que sur les arguments de la rapidité des opérations sur le marché immobilier, sur justement par rapport aux différents délais de jouissance, moi, je vois apparaître dans les indicateurs, Jean-Christophe Antoine parlait tout à l'heure d'afficher le taux de rendement des immeubles, mais je vois apparaître dans plein de bulletins trimestriels des indicateurs type la WALB, la WALT, etc., où on voit bien que les droits étrangers sont pas les mêmes que le droit français. Donc, si on veut avoir des baux les plus longs possibles, est-ce qu'en pratique, la SCPI a vocation à surtout ne plus investir en France ? Alors, c'est pas notre cas en tout cas, puisqu'on a 60% de nos flux qui viennent de l'étranger, certes, mais donc ça reste 40% en France. Ça reste un produit français où le marché qu'on maîtrise le mieux, c'est quand même la France a priori. La France aussi, c'est une grosse profondeur de marché en Europe, il faut pas l'oublier, au même titre que l'Allemagne. Donc, certes, on peut aller investir en Irlande, mais l'Irlande, je le disais tout à l'heure très rapidement, ça reste un tout petit marché. L'investissement à l'étranger, il répond à plusieurs critères. Effectivement, on peut aller plus vite sur l'exécution des deals. C'est aussi une demande forte de nos distributeurs et leurs clients parce qu'il y a des vertus fiscales qui sont, je m'aventurerai pas là-dedans, mais qui sont a priori indéniables, ne serait-ce que les prélèvements sociaux. Ensuite, on s'en rend compte plus que jamais avec la crise qu'on traverse actuellement, c'est qu'il y a les marchés sont complètement asynchrones. C'est pas que les secteurs d'activité, c'est également les pays. Encore une fois, tout à l'heure, je le disais, la France ne réagit pas de la même manière avec l'Irlande, les Pays-Bas, etc. Donc, oui, il y a des règles qui font qu'aujourd'hui, le calcul de taux de distribution est brut de cette fiscalité, mais c'est clairement pas la seule raison à l'investissement à l'étranger. Il faut surtout y voir une volonté de diversification, une volonté d'aller chercher de la profondeur de marché et une volonté, en plus, cerise sur le gâteau, de vertu fiscale. C'était votre approche quand vous avez, puisque dans vos 3 SCPI, il y en a une qui est récente et qui est spécialisée sur l'Europe? Oui, alors c'était uniquement pour un sujet fiscal vis-à-vis de nos associés. C'est-à-dire, en France, une déclaration fiscale. S'ils veulent investir en Europe, ils auront effectivement Épargne-Pierre Europe avec les déclarations fiscales qui vont avec. Et on a effectivement une clientèle de 50 000 associés sur Épargne-Pierre Europe. Sont pas très enclins à remplir des déclarations de revenus étrangers. Nous, par contre, on a fait un choix 100% Europe hors France, volontairement, c'est-à-dire pour des questions purement fiscales. Et en fait, on considère que dans un produit de distribution, on peut investir sur l'Europe dans d'autres types de véhicules qui n'ont pas cette fiscalité confiscatoire, mais pour nous, c'était vraiment un parti pris. Est-ce que ça a du sens de mettre ces SCPI européennes à vocation fiscale dans des contrats d'assurance vie, sachant que le crédit d'impôt n'est pas récupéré par le client? Moins qu'une SCPI française, clairement. Mais je suis pas forcément favorable à l'intégration de SCPI dans les contrats d'assurance vie. Ok, maintenant on va rentrer dans un autre match sur la SCPI du futur. Si la régie peut nous faire un plan large, vous allez voir super comment j'ai fait mon plateau. Il y en a 2 qui sont à côté de moi qui prennent les commissions de souscription. Il y en a 2 qui sont à 0 de frais d'entrée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frais, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de commission de souscription. Est-ce qu'il y a un match là-dessus? Est-ce que, allez, David, puisque vous me regardez, j'étais censé regarder qui en fait. J'ai baissé les yeux. Est-ce que ça pose problème aux distributeurs aujourd'hui, puisque dans les matchs qui existent, moi j'ai entendu tous les matchs qui existaient, compte terme, produits structurés, etc. Il y a aussi un match, on va être clair, qui existe entre distributeurs, c'est REM sur encours ou bien REM on upfront. Alors déjà il y a plusieurs sous-sujets dans cette remarque. Je crois qu'il faut pas opposer les produits. Premier point. C'est pas des produits qu'il faut opposer. Le fait que c'est juste des structurations de frais qui sont offertes aux clients qui sont différentes. Il y a des clients qui ne supportent pas les frais, les commissions de souscription, et eux, ils aiment bien aller dans les SCPI sans commission de souscription. De la même manière, on a créé des produits fiscaux pour les clients qui marchent pas d'ailleurs, les 3/4 du temps, presque. Ça, c'est un autre sujet. Je parlerai pas des Malraux, mais en tout cas, on a créé des produits sur lesquels les clients vont parce qu'ils veulent pas payer d'impôts. Là, c'est un peu pareil. Il y a des clients qui ne veulent pas payer de commission de souscription et qui y vont, et donc qui sont effectivement allergiques. Ensuite, il y a quand même un sujet. Pourquoi maintenant ça fonctionne? Puisqu'il y a une partie de la collecte qui est trustée par cette typologie de véhicules. Ça fonctionne parce qu'il y a un environnement qui a favorisé aussi l'apparition de ce type de véhicules. Déjà, les CGP vendent des OPC depuis des années sur cette forme de rémunération, ils n'en sont pas morts. Donc ça prouve qu'ils peuvent vendre de l'immobilier sous cette forme de rémunération sans en mourir. Donc là, c'est le premier point. Le second point, il vous aura pas échappé qu'il y a un pari qui est pris dans le marché sur l'évolution du monde du conseiller de gestion de patrimoine.
Il y a une concentration des conseillers en gestion de patrimoine qui est poussée par des fonds d'investissement qui pensent que le conseil en gestion de patrimoine au sein des réseaux bancaires va totalement disparaître. Ces fonds d'investissement, ils attendent un retour sur investissement. Le retour sur investissement, il se fait comment? Comment on valorise une société? Il se fait par des revenus récurrents. Et pour avoir des revenus récurrents, il faut avoir des produits qui sont capables de verser des revenus récurrents. Donc ces produits qui sont capables de verser des revenus récurrents sont des produits sans commission de souscription. Ça répond à une certaine demande. Ça répond pas à toutes les demandes. Je suis très précis là-dessus. C'est important. Il ne faut pas opposer les produits. Ça répond pas à toutes les demandes, mais ça répond à une certaine demande. Gaël, je ne cherche pas à opposer les produits, je cherche à avoir des avis complémentaires. J'aime bien la manière d'expliquer de David parce qu'on parle. Enfin, alors déjà, avec ou sans frais d'entrée, il n'y a aucune différence. Si quelqu'un sait servir d'un tableau Excel, il verra que dans la poche de l'investisseur, c'est la même chose. Hein. Donc, la seule chose. Dans le temps. Dans le temps. Sur une durée. Alors, effectivement, mais c'est un problème. Et c'est d'ailleurs celui-là que je vais soulever. C'est que si un client rentre dans une SCPI avec une durée de détention de 3 ans, c'est imbattable. Il faut qu'il aille sur une SCPI sans frais d'entrée. S'il reste dans la durée de détention d'une SCPI, il n'y a aucune différence. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est hyper important. Donc la vraie raison, c'est comment on va payer la personne qui va commercialiser cette SCPI. Et ça, c'est à mon sens un autre sujet. En revanche, il y a un sujet qui est soulevé, qui a été soulevé tout à l'heure, c'est que la SCPI n'est pas liquide. Donc quand on enlève ce frais d'entrée dans la SCPI, le risque quand même. Non mais vous avez mis en place des mécanismes qui sont très bien pour justement y pallier au moins sur la première durée de détention, on va dire. Alors Pierre-Antoine répond sur ce sujet. Donc l'argument, donc je le dis dans des mots. C'est de dire quand il y a zéro droit d'entrée, les clients sortent plus facilement, donc ça peut poser un risque de liquidité. On a une SC sans frais d'entrée, donc oui, mais tu l'as dit toi-même, une SC, c'est un produit plus liquide. Parce qu'on a créé cette liquidité. Je reste sur la SCPI pour l'instant. Parce que là-dessus, c'est assez drôle, parce que l'AMF avait pris des positions en disant, ouais, les droits de sortie, est-ce qu'on a droit, est-ce qu'on n'a pas le droit? Là, visiblement, c'est en train de bouger. Donc, votre réponse? Il y a quand même, il y a plusieurs réponses, et je pense que David avait commencé à argumenter, mais il avait d'autres choses à dire, et notamment sur l'absence de frais de souscription. Ça a quand même une autre vertu qui est un peu moins palpable, c'est que ça permet de mettre plus d'argent au travail. Ça, on peut le montrer d'un point de vue mathématique. On peut nous dire tout ce qu'on veut, c'est des maths, donc c'est assez simple de le prouver. Maintenant, effectivement, sur la liquidité, je trouve que ce qu'on est en train de traverser, plutôt ce que traversent nos confrères les plus historiques, ça prouve que c'est pas les frais de souscription qui font que les gens restent. Là, aujourd'hui, il y a des gens qui demandent à sortir, alors qu'il y a des frais de souscription. Alors, pardon, mais c'est les institutionnels qui partent très massivement. Et alors, on avait une réunion hier avec beaucoup de confrères autour de la table. Il y a très peu d'associés qui partent. C'est surtout les. Mais enfin, il y a quand même des frais de souscription, donc institutionnels ou pas. Ils étaient là depuis 10, 15 ans. Et parlez-en, CGP, je crois quand même qu'il y a quand même. Juste, je me permets juste de préciser une information qui est non négligeable, qui est qu'effectivement, certains institutionnels sont sur des produits avec frais d'entrée, sans avoir payé tous les frais d'entrée, ce qui fait qu'il potentiellement, il y a des situations, entre investisseurs qui, en termes d'égalité de traitement des porteurs, pourraient parfois interpeller le régulateur. Alors, moi, je vais me situer à un autre niveau. Effectivement, il y a ces deux SCPI sans frais avec frais. C'est la solvabilité de la société de gestion qui m'intéresse, moi. Le coût d'acquisition client est très important. Donc, le sans frais de souscription s'adresse à une clientèle directe. Le coût d'acquisition de ce client direct, elle est très élevée. On le voit, il n'y a aujourd'hui qu'une société de gestion qui fait de la pub sur les radios, sur les télés, dans les aéroports, dans les gares. Et le volume et le montant investi doit être très, très important. Et David le soulignait, on a une concentration des distributeurs. Donc, quand vous avez une part intermédiaire de la collecte sur ces SCPI sans frais de souscription, ils sont rémunérés sur l'encours, qui va entraîner une rétrocession qui va gréver les frais de gestion de manière très importante. Si la collecte s'arrête, puisque vous êtes largement ou rémunéré sur aussi des frais d'acquisition, si la collecte s'arrête, vous avez plus ces frais d'acquisition, effectivement, la rentabilité financière de la société de gestion va diminuer. Donc, c'est aussi quels sont les objectifs de ces sociétés de gestion. Il faut atteindre un seuil minimal très important assez rapidement. Pour effectivement avoir une rentabilité financière qui soit suffisante. Et ça, c'est la durabilité de la société de gestion, parce que les coûts de société de gestion vont devenir plus importants avec toutes les contraintes que l'on a à l'intérieur de la société. Et d'ailleurs, nous, on a dans nos statuts une période où si on n'a pas de collecte, on augmente les frais de gestion de login pour prévoir cette période de non-collecte. C'est un peu la double peine quand même. Il y a tes télécoms dessous, c'est après tu augmentes tes frais de gestion. Non, tu manges à tous les râteliers. C'est un mécanisme qui ne sera mis en place que lorsqu'il n'y aura
pas de collecte. Alors, on va reparler des sociétés de gestion dans un instant. 44 minutes qu'on est ensemble. Donc, on va notre rentabilité. Juste, on va dépoter. Je reste avec vous parce que c'est un sujet. Vous nous avez dit tout à l'heure, mais la rentabilité des immeubles, elle est inférieure à ce qui est distribué. Je pose une question aujourd'hui, puisque ça fait quand même quelques années que ça se pratique. Est-ce qu'il faut distribuer les plus-values? Est-ce qu'il faut que le produit ne distribue que du revenu foncier? Quelles sont entre guillemets, les bonnes pratiques? Quelles sont les informations qu'il faut donner aux porteurs? Parce qu'on voit bien qu'une partie de la formidable prime de risque qui a été affichée par la SCPI au cours des dernières années était potentiellement quelque chose qui n'avait strictement rien à voir avec le revenu foncier. On revient à mon premier propos. La permanence du revenu est essentielle. Donc, si vous voulez juger une SCPI, regardez sur l'historique de la distribution, sur leurs résultats courants. Et ensuite, il y a une gestion active immobilière, bien entendu. Et ça, vous êtes obligé de la faire. Quand un immeuble est arrivé à maturité, vous allez pouvoir générer une plus-value et réinvestir en captant le même loyer ou un loyer supérieur à l'immeuble que vous vendez. C'est un acte de gestion, de bonne gestion. Et ça, il faut le faire. Mais il ne faut pas que la gestion de la plus-value génère un appauvrissement de la SCPI. Si vous vendez un immeuble, que vous distribuez la plus-value et que vous réemployez la cession de l'immeuble dans un autre immeuble qui va générer un loyer inférieur, vous appauvrissez la SCPI. En fait, le mieux en termes de gestion, je crois, et je suis totalement d'accord, c'est de distribuer la quote-part de plus-value qui n'était pas dans le fruit de la part. C'est ça qu'il faut distribuer. C'est-à-dire que effectivement, on a des valeurs d'expertise qui augmentent. Ces valeurs d'expertise donc prennent en compte une plus-value. On le retrouve dans l'actif net réévalué, donc dans la valeur de réalisation de la part, et donc dans le prix de souscription si on a bien géré tout ça. On est d'accord, David, que c'est pas du tout la donnée comptable qui est dans le compte de la SCPI. La plus-value qui est distribuable, c'est pas l'excès de plus-value par rapport à la valeur d'expertise, c'est la plus-value comptable. Donc Oui, c'est la plus-value réalisée, effectivement. Mais le mieux, c'est quand même d'investir cette plus-value. On est là pour un produit de distribution, pas un produit de capitalisation. Après, pourquoi priver les clients si on a une bonne surprise sur un actif? Il n'y a pas de raison non plus. C'est aussi à eux. Faut pas oublier qu'on est dans des véhicules qui collectent. Et donc, cette plus-value, quand elle n'est pas distribuée, elle est par part diminuée. Question, Pierre-Antoine Burgalet, tout à l'heure vous avez dit mais on contrôle pas la collecte, elle vient comme ça, il y a les gens qui sont... ma question toute simple, par rapport à cette crise où on a eu des kilotonnes de collecte qu'il fallait investir, qu'on a peut-être investi un peu cher, etc. en termes de situation de place, est-ce qu'il faut revenir à un schéma où on capte la collecte et où soit on passe à capital fixe, soit on ferme des produits? Alors, je pense que la question peut se poser pour certains, mais pour nous, clairement pas. Là, ça rejoint un peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. On est encore une fois dans un marché autoréalisateur. Il faut y aller, quoi. C'est aujourd'hui les soldes pour tous, pour tous les quatre là pour le coup. Non, mais pas forcément à court terme. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire un produit demain. Mais est-ce que sur le fond, dans la stratégie, puisque dans le mouvement qu'on a depuis 2010, c'est la SCPI à capital variable, c'est de dire on collecte sans fin. La position de place, elle est là. Il y a quelques enseignements effectivement à tirer. Après, je pense que c'est bis repetita. C'est un peu ce que dit Jean-Christophe, qui est peut-être le plus expérimenté autour de la table, sûrement. Et donc. Oui, effectivement, il y a des enseignements à tirer. Ça peut être notamment sur les institutionnels, puisque c'est un sujet qui revient régulièrement. Mais globalement, pourquoi pas d'ailleurs se dire collégialement qu'il y a des véhicules qui peuvent être soft-closés, quitte à en ouvrir un autre qui est une copie conforme, mais qui part sur des bases plus saines. Enfin voilà, c'est une des pistes de réflexion. Surtout pas. En fait, alors, capital variable déjà. Et surtout pas parce qu'en fait, pendant... on va dire, j'ai pas la date exacte, mais pendant près de 20 ans, ce qui apportait de la liquidité et ce qui en apportera demain à la SCPI, c'est la collecte. S'il n'y a pas de collecte, il n'y a pas de liquidité. Or là, on vit une année difficile sur les SCPI, mais ça va revenir à la normale. C'est pas non plus dingue, même si le nombre de parts en attente est important en volume, et c'est pas fou, mais c'est la collecte qui va permettre de redonner de la liquidité. Donc en fait, il faut jamais fermer. En revanche, peut-être faire ce qu'ont fait certains acteurs du marché, que je ne vais pas citer, c'est-à-dire limiter, par exemple, la souscription à 100 000 euros, limiter le nombre de conventions actives dans la SCPI. Il ne faut jamais arrêter la collecte, parce que quand on arrête la collecte, on n'a plus la liquidité. Or, c'est ça qui permet d'avoir ce côté vertueux en temps normal. Je suis d'accord avec Gaëla. Pour vous rappeler un peu l'histoire, il n'y a rien de pire que de fermer une SCPI à un réseau commercial. Qu'est-ce qui se passait dans les années 90, 80, 90 ? Il n'y avait pas de capital variable. Donc, les sociétés de gestion avaient plusieurs SCPI à capital fixe et on faisait des augmentations de capital l'une après l'autre.
C'est-à-dire que, en général, les SCPI s'appelaient Française 1, Française 2, Périal 2, Périal 1, si vous voulez. Et effectivement, il y avait de l'augmentation de capital successive. Mais le problème de la capital fixe, c'est que le prix de confrontation se fait toujours à des valeurs inférieures à la valeur de reconstitution et ne reflète pas la réalité du marché. Et souvent, quand les SCPI à capital fixe sont passés à capital variable, le prix de part a augmenté immédiatement puisque elles étaient en dessous des moins 10 de la valeur. Je vous entends. Je vais quand même vous poser une question. Est-ce que le mérite du capital fixe et de la confrontation n'est pas de définir clairement le prix de la liquidité? Oui, vous avez raison. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, c'est la loi de l'offre et de la demande. Est-ce que ce schéma-là n'a pas le mérite de dire c'est un produit immobilier et si vous voulez en faire un produit liquide, le prix de la liquidité est fixé par le marché. Alors dans ces cas-là, faisons comme la Suisse avec un préavis de sortie, mais c'est ce qu'on est en train de vivre, Gaëla. Aujourd'hui, il est en train de se produire un marché gris sur les SCPI avec une décote. Mais bien évidemment, et qui des plateformes qui sont en train de se créer autour de ça. Il y a des problématiques réglementaires derrière. C'est que on est variable ou on est fixe et bientôt on sera potentiellement variable avec. L'AMF pourrait donner son accord sur un côté où on est variable avec un marché secondaire. Ça serait bien. En fait, j'aime pouvoir, me dire que quels que soient les véhicules immobiliers, et comme on est des bons gérants, on est capable de créer cette liquidité tout au long de la vie de nos produits, sauf, et ça arrive tous les 25 ans, et c'était l'année dernière, une période extrêmement difficile. J'aime me dire que les mécanismes existent et qu'on est suffisamment bon pour pouvoir le faire. Et donc, c'est la collecte. Sur la SCPI, il n'y a pas d'autre moyen que la collecte. Ok. Alors, juste, on fait un débat qui est absolument passionnant parce qu'on a touché plein de choses et je pense que dans une émission sur les SCPI, on est rarement autant allé dans les choses avec d'ailleurs des opinions qui sont différentes. Je voudrais qu'on revienne très pratico-pratique pour conclure, parce que dans quelques instants, on va retrouver Olivier Dagenac et Solutions Patrimoine. Donc, ma question, elle va être relativement simple. Au vu de tous les échanges, on a parlé des jouissances, on a parlé d'Europe, on a parlé de SCPI, capital variable, on a parlé de tout un tas d'éléments techniques. Si vous aviez à me donner un certain nombre de clés pour dire les bonnes façons de se comporter en tant que distributeur sur les SCPI, les bons critères à regarder, ça serait quoi ? David, je commence avec vous. Est-ce que vous êtes fan du RAN ? Non, je suis pas fan du RAN, parce que évidemment le RAN c'est un mythe. Le report à nouveau, il n'est que comptable. Vous pensez bien que le gérant, il y a longtemps qu'il l'a investi, et donc c'est pas une disponibilité. C'est juste donc voilà. Donc non, moi les critères qui seraient intéressants si j'étais côté distributeur, côté investisseur, c'est la diversification, qui pour moi est primordiale, aussi bien au niveau typologique, géographique que du nombre de lignes. Alors faut pas non plus tomber dans la micro-ligne. Là, quand vous parlez de diversification, vous parlez de l'actif. Alors sur l'actif, oui, absolument. Donc là, la diversification, elle est très importante. Et une autre chose qui pour moi est importante, c'est de regarder la dynamique de collecte. En fait, la dynamique de collecte rapportée à la CAPI, à la capitalisation, qui permet deux choses, qui permet, comme Gaëla l'a souligné, d'apporter de la liquidité aux produits, parce qu'on est dans des produits qui ne sont pas liquides s'il n'y a pas de collecte. Premier point. Et deuxième point, qui donne du carburant, en fait, au gérant pour pouvoir bouger son allocation suivant les phases de marché. Si je suis dans une thématique et que voilà, ça se passe mal dans ma thématique et que je collecte de l'argent, je suis quand même obligé d'investir dans un marché qui se passe mal. Dans une diversifiée, je peux bouger mon allocation. Je prends bonne note. Vous avez cité Gaëla, je lui donne la parole pour avoir ses critères de choix d'une SCPI. Alors la collecte, c'est le prérequis, mais je pense qu'on va tous revenir dans des moments de collecte, donc ça n'est pas en tout cas au sens de l'investissement. Moi, c'est les convictions d'abord du partenaire et de la classe d'actifs et d'aller chercher la diversification, pas seulement auprès de nous, mais également d'autres acteurs du marché sur des classes d'actifs ou des géographies. C'est évidemment la géographie pour le coup au niveau de l'investissement, parce qu'aujourd'hui au niveau investissement net dans la poche de l'associé, c'est fondamental. C'est-à-dire que notre taux de distribution brut ramené au net dans la poche du client, il est imbattable dans le cas d'une SCPI 100% étrangère. Et nous, on est très, on va dire, évidemment locataire. On avait rappelé ça pendant le Covid. Le locataire, il est très important. Donc, c'est bien évidemment la durée résiduelle des baux, là où l'Europe est évidemment imbattable, et la qualité des locataires, donc le rating des locataires, évidemment, qui est fondamental. On est sur un produit de distribution. Le fait d'avoir des baux très longs avec des locataires extrêmement solides, évidemment, prend tout son sens. Pierre-Antoine Burgala, vous êtes zen. Quelles sont vos recommandations ? De rester zen. Effectivement, le prérequis, moi, je trouve que c'est plutôt notre capacité à bien gérer, à trouver les bons locataires, etc. Ça, je pense que
On est tous d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Je partage effectivement le souhait d'ultra-diversification. Est-ce qu'il faut être vigilant sur la dette? Parce que pour l'instant, personne ne m'en a parlé de la dette, ça a quand même été une question. La dette, bon, elle a changé, hein, enfin, dans le contexte actuel. Après, dès lors qu'elle est rélutive, l'utiliser, c'est pas idiot. Et encore une fois, quand vous avez encore une bonne dynamique de collecte, ça reste rationnel. Juste, je vous entends, Pierre-Antoine, est-ce que le sujet de la dette, on ne le limite pas trop au côté rélutif de la performance? Parce que la dette, elle a un défaut, c'est que quand le marché se retourne, elle fait un double effet qui se coule, et ça, celui-là, on en parle peu. Ouais, mais le gérant n'est pas obligé d'utiliser la dette que pour se relever. Hein. Surtout dans des véhicules en fait en croissance, le gérant peut utiliser un petit peu de dette pour faire le joint sur le délai de puissance. Hein. D'accord, exactement. Ça peut être une dette corpo et qui permet juste de bridger la collecte. Et donc sinon, effectivement, nous on a ce petit côté aussi granulaire qui apporte un petit soupçon de liquidité, puisque alors granulaire, ça veut dire quoi? C'est qu'on achète des actifs de petite taille. Hein. On a déjà 100 actifs en portefeuille. Pour une taille moyenne d'à peu près 6 millions d'euros. Donc ça, c'est un de nos indicateurs, effectivement, de performance. Ensuite, regardez la valeur de reconstitution. On en a parlé tout à l'heure. C'est un indicateur utile aussi à la bonne santé d'une SCPI. Et après, je pense, effectivement, la dynamique de collecte, particulièrement en 2024, c'est le gros sujet. Jean-Christophe Antoine, votre sentiment, pardonnez-moi, je vais vous donner éventuellement un élément. Moi, je suis très surpris de tout ce que j'entends. C'est que on ne parle que de l'actif. Or, il me semble que dans ce qui est en train de se passer, il y a quand même des sujets majeurs autour du passif, c'est-à-dire des porteurs. Et est-ce que pour vous, c'est un élément important ou pas? Est-ce que ça ferait partie de vos éléments? Écoutez, j'ai été le premier à m'exprimer, ou parmi les premiers à m'exprimer, sur la transparence, sur le ratio d'exposition aux institutionnels dans la SCPI. Il est évident qu'on doit avoir cette transparence. Nous, encore une fois, on avait 4,50 d'exposition aux institutionnels. Aujourd'hui, on est à moins de 2%. Donc, il y en a 2,70 qui sont partis, dont un des plus gros qui, effectivement, a besoin de liquidité. Et nous, on paye le fait qu'on est liquide et qu'il sort à la bonne valeur. Exactement. Et aujourd'hui, il est bloqué sur d'autres SCPI qui va devoir décoter. Donc, bien entendu, et on revient à la genèse du produit, c'est avant tout une copropriété pour particuliers, la SCPI. Et quand on est dans un marché retail, on a moins de volatilité au niveau des sorties. On en revient au même problème parce qu'on refait l'histoire. Années 90, les ACAVI. Les ACAVI, c'est la même chose que les SC aujourd'hui. C'est exactement. Et tous les assureurs ont replongé malgré le traumatisme des ACAVI, sauf un ou deux qui, parce que peut-être ont des équipes plus anciennes, n'ont pas replongé sur les sociétés civiles en mettant des SCPI au sein de leur contrat. Donc oui, il y a une question au passif, mais pour moi, c'est avant tout un produit retail. Et pour rebondir sur la SCPI, le RAN, on l'investit pas, David. Alors toi, tu l'investis peut-être, mais moi, je l'investis pas, je le garde. Surtout quand on est dans un contexte, je le place à 4%, voilà, on peut le placer. Okay. C'est plus c'était peut-être pas la même dynamique il y a quelques années quand on était sur des taux proches de zéro. Tu as raison. Surtout dans une époque où on a, vis-à-vis de l'économie, des inquiétudes quand même. Les défaillances d'entreprises aujourd'hui, en 2024, sont une thématique. Donc il faut avoir des réserves, à mon avis, pour commencer 2024. Et ce qui est important sur la SCPI, c'est la granularité. On en revient à la permanence du revenu. Et ça, je partage ton avis, Pierre-Antoine. La granularité, ça évite la volatilité. Quand vous avez, nous on a une SCPI qui a 50 ans, immo-placement, ses résultats ont progressé pendant ces 10 dernières années, et malgré la crise du Covid. Pourquoi? Parce que sur 350 millions, on a 200 actifs, 400 locataires. Si un locataire part, c'est $1, et on reloue tout de suite. Le problème, c'est aussi les SCPI sont allés vers un modèle de foncière avec des immeubles massifs de 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 mètres carrés. Quand le locataire part, et ça arrive pour certaines d'entre elles, effectivement, c'est une baisse du revenu de 4 ou 5%. Donc, regardez bien aussi le ratio d'exposition des plus gros locataires dans la SCPI. Parce que s'il y a un départ de ces locataires, il y a une volatilité plus grande et c'est en contradiction avec la permanence du revenu que souhaite l'associé. Ça nous ramène à la prime de risque. Hein. Oui. Comme ça, on boucle en fait le sujet initialement. Les gros immeubles les plus qualitatifs avaient des primes de risque relativement faibles et ce sont les immeubles qui ont le plus souffert de la remontée des taux. En gros, il faut revoir tous les indicateurs de risque sur la SCPI. Ok, eh ben super, ça va nous faire du travail. En tout cas, merci à tous les quatre d'avoir enrichi le débat et de nous avoir donné les clés, notamment pour à la fois savoir ce qui se passait chez vous et avec les objectifs de performance en début d'émission,
et pour choisir les bonnes SCPI aujourd'hui pour les distributeurs. On continue de suite, c'est Olivier Dagenac pour Solutions Patrimoine.